Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Vendée Globe, 70e jour de compétition, déjà 10 semaines. 10 semaines que les concurrents sont partis et les prochains jours vont être extrêmement compliqués avec cette grosse dépression pour les concurrents de tête, avec un poteau noir qui ne va pas être évident à passer pour les concurrents, on va dire, du deuxième peloton. Et puis avec le Cap Horn encore à passer pour trois concurrents en course. Donc c'est encore une semaine qui va être importante pour pas mal de monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous êtes inquiet pour certains concurrents, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme en ce moment, avec la présentation du Tour Down Under, première course World Tour de la saison, qui débutera mardi. Et puis, il y aura le biathlon qui arrivera un peu tard, hein, ce soir, le biathlon. Mais voilà, je vais l'enregistrer après. Donc soit ça sera ce soir, soit ça sera demain, le biathlon, mais ça sera enregistré après. Voilà, je vais l'enregistrer, je pense, vers 20h30, 20h45, donc ça risque d'être en ligne demain, mais il y aura, enfin demain au soir très tard, voilà. Il y a les deux possibilités encore. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui prennent le temps de cliquer rapidement sur les miniatures, sur les notifications dès que les vidéos sont mises en ligne. Bon, on commence tout de suite avec cette journée. Ça, c'est pas du gâteau. Il s'est passé beaucoup de choses encore sur cette journée. On va commencer avec Sam Goodchild, le numéro 4 du général. Sam Goodchild qui est monté au mât. Pourquoi il est monté au mât ? Il y a quelques concurrents qui ont décidé de faire ça. Pourquoi ? Toujours ce problème de dépression. Cette dépression qui avance et qui va être difficile à gérer. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. En gros, c'est ce que dit Nicolas Lundven également, qui est un petit peu derrière. C'est-à-dire que le problème de cette dépression, je remets même la carte à jour, c'est qu'on ne peut pas l'éviter. C'est impossible presque de l'éviter. Parce qu'on perdrait trop de temps. Et on voit que même Sam Goodchild vient d'être dépassé par Jérémy Bayou, parce qu'il y a des virements de bord en ce moment et des modifications de cap par rapport à ce vent. Mais vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de possibilité. Elle va vous barrer la route. Alors c'est de freiner, d'attendre, sauf que quand on voit le classement, grosso modo, attendre, ça vous fait passer de la 4e à la 12e place, donc pas très intéressant non plus. Et puis même attendre, la dépression d'après, elle n'est pas plus belle. Donc c'est pas l'idéal. Le seul souci, c'est que quand tu affrontes cette dépression, t'as pas de solution de sortie. C'est-à-dire, vu comment elle est positionnée ici, même là, il y a du vent fort en fait. Donc, il n'y a pas de solution pour échapper à ce vent fort. Donc, il va falloir éviter d'aller dans le plus fort, mais on ira quand même dans du vent costaud. On ne pourra pas éviter le vent qui sera difficile. Donc, voilà, il va falloir gérer ça du côté des concurrents, et toujours cette grosse bagarre entre Bayou et Sam Goodchild. Donc Sam Goodchild qui est monté au mât pour vérifier un petit peu son bateau, puis ça lui a permis de montrer où était Jérémy Bayou. Donc en ce moment c'est la grosse bagarre derrière aussi, parce que Paul Meillat, même s'il a sécurisé son mât, dans l'affaire il a perdu du temps. Autre trajectoire pour Paul Meillat qui essaye de passer un petit peu plus sud. C'est-à-dire que son objectif, je pense à Paul Meillat, ça va être de faire hop là comme ça. Alors que Lundven, il va faire hop, hop, un petit peu plus haut. Donc c'est une autre trajectoire pour Paul Meillat. Donc ce qui a permis à Nicolas Lundven de se rapprocher de cette 6e place avec Holcim PRB. Donc ça c'est un peu l'idée du côté de Nicolas Lundven. Deux concurrents qui sont en grosse bagarre en ce moment. Donc Lundven qui veut éviter le vent trop fort. Ça, c'est ce qu'il a dit. Mais ça va pas être simple. Et vous voyez, hein, les vitesses sont pas énormes en ce moment. On est quand même, Jérémy Bayou et Sam Goodchild vont quand même à 308 000. Mais derrière, les conditions sont pas si évidentes que ça. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu gérer la dorsale. Et que cette dorsale n'a pas été forcément évidente
vu qu'elle était en fait assez importante également pour les concurrentes derrière. Je pensais qu'elle était un petit peu plus réduite pour les concurrents genre Justine Métro, mais en fait elle était encore assez importante cette dorsale. Donc ils ont perdu pas mal de temps dans l'affaire, il a fallu ensuite relancer les bateaux. Ce qui n'a pas été évident, et puis vous voyez surtout que Jérémy Bayou et Sam Gouchard en ce moment sont sur des grosses moyennes, et Jérémy Bayou va quand même 8000 plus vite que Sam Gouchard en ce moment, donc ça veut dire qu'il charbonne pas mal avec son charal du côté du concurrent français qui n'a pas fait de vidéo par rapport à pas mal de concurrents qui ont fait des vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, Jérémy Bayou, ça fait depuis 2-3 jours qu'il ne fait pas de vidéo, donc il essaie peut-être de concentrer toute son énergie à finir fort son Vendée Globe. Nicolas Lunevan, lui, qui disait que dans l'affaire, cette dépression, elle lui enlève les derniers cheveux qu'il avait sur la tête, mais en fait, il en a plus beaucoup. Nicolas Lunevan, il disait, je vais devenir chauve après ce passage de front, parce que c'est très compliqué de savoir quelle approche avoir. En fait, il va falloir aller dans le vent, ça t'es obligé d'aller dans le vent, mais il va falloir bien gérer avec son bateau. En fait, il va falloir être tout le temps sur le frein à main quasiment, et surtout être assez intelligent par rapport à l'état de fraîcheur de son bateau. Il y a des différences d'état de fraîcheur entre les bateaux. Il y a des bateaux qui sont moins usés que d'autres. Donc il va falloir jouer là-dessus pour pouvoir attaquer sans non plus se mettre en situation de dématage par exemple, ou en situation de tout casser. Parce qu'encore une fois, entre la 4e place de Bayou et la 13e place de Samantha Davis, il y a 800 000, donc c'est pas énorme. Donc il va falloir continuer à avancer au maximum. Donc on voit Paul Meillat, Nicolas Luneven, et puis Justine Métro qui a fait pas mal de réparations. On l'avait dit notamment hier avec son hydrogénérateur, mais elle a surtout essayé de faire un contrôle de l'entièreté de son bateau, Justine Métro, ce qui va coûter, elle disait, pas mal d'énergie, mais comme ça elle est sûre de l'état de son bateau avant de partir dans cette dépression. Ça c'est sûr que elle nous disait que voilà, elle a passé beaucoup de temps à réparer des petits trucs, des petites bricoles, mais pour essayer d'avoir un bateau le plus sain possible avant d'aller dans ce vent fort. Et surtout elle disait, Justine Métro, que cette route vers les Sables d'Olonne, à partir de maintenant va être très compliquée jusque quasiment à un jour de l'arrivée. Il va falloir ils vont être dans le dur, tout simplement. Alors, ça peut aller très vite pour le final, mais il va falloir faire très attention. C'est vrai qu'ils sont à 4 jours de l'arrivée, grosso modo, pour les bateaux de tête, mais ça va vraiment pas être évident, et il va falloir s'accrocher au maximum, parce que elle aussi, elle peut peut-être continuer à gagner des positions. Au final, elle est à 263 000, Nicolas Luneven est 100 000 devant, Paul Meillat est 130 000 devant, donc c'est encore des distances raisonnables, et derrière elle, elle a quand même un peu largué Thomas Ruyant, qui est plus loin désormais. C'est vrai que Thomas Ruyant est désormais à quasiment 200 000. Donc on va voir comment ça va se passer pour Justine Métro. Mais là, son objectif est d'arriver avec un bateau en bon état. Donc elle disait que l'idée était de jauger encore une fois l'attaque par rapport au bateau, pour pas trop en faire du côté de Justine Métro, qui vient de passer cette dorsale. On en parlait, qui est assez grande. Cette dorsale qui est vraiment pas simple à passer pour le moment, pour tous les concurrents. Alors on va voir que pour derrière, ça va être un peu plus facile. Pour le groupe Boris Herman, ça va être un peu plus facile quand même dans l'affaire, mais c'est vrai que c'est un gros combat. Thomas Ruyant, il disait, lui son problème, Thomas Ruyant, c'est qu'il s'est retrouvé à l'Est, et il disait qu'en fait son positionnement par rapport à cette dorsale n'était pas le meilleur, donc c'est pour ça qu'il a vraiment souffert. Vous voyez, c'est le concurrent qui a été le plus long dans le top 10, je crois, aujourd'hui. Dans le top 10, ça a été le concurrent le plus lent. Donc il a vraiment souffert, Thomas Ruyant, dans cette dorsale. Donc une dorsale, c'est une zone sans vent entre deux zones de vent. C'est-à-dire entre deux schémas météo, on va dire. Et là, du côté de Thomas Ruyant, ça a été assez compliqué à gérer. Il le dit, cette remontée de l'Atlantique, c'est un calvaire pour lui. On sent bien qu'il n'a pas le moral. On sent bien qu'il n'était pas venu pour faire 9e aussi. Thomas Ruyant, il était venu pour le top 5 et mieux, je dirais. C'était même pour le podium qu'il était venu, Thomas Ruyant. Et c'est vrai que 9e, ça le satisfait pas. Il n'est pas heureux, on le voit.
Cette remontée d'Atlantique a été très compliquée. C'est vrai que pendant très longtemps, il a été quatrième, Thomas Ruyant, et puis il s'est fait rattraper par tout le monde. Avec les difficultés de son bateau, il n'arrive plus à tenir forcément la cadence, il est obligé de s'accrocher énormément. Et puis, il prend plus de plaisir, parce que ça fait partie des concurrents qui prennent du plaisir avec les résultats. Et là, les résultats ne sont pas là du côté de Thomas Ruyant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, voilà, pour le vulnérable. Et puis, je pense que son objectif, c'était pas d'être battu aussi par Sam Goodchild, c'est-à-dire par son précédent bateau. Il est dans une situation où lui, il est battu par son précédent bateau. Charal est toujours devant, le Charal 2 est toujours devant le Charal 1. Le Charal 1, c'est Justine Métraux. Là, le vulnérable 2 est derrière le vulnérable 1. Donc voilà, ça touche forcément le moral. Et puis c'est vrai que ce Vendée Globe, sa deuxième partie de Vendée Globe, hein, du côté, enfin même ce Vendée Globe complet du côté de Thomas Ruyant, parce qu'il a eu quand même une voie d'eau dès le début de course, il a eu son blackout, il a eu son problème de J2, c'est vrai qu'il a accumulé quand même les gros problèmes sur Vendée Globe. Donc ouais, difficile, voilà, pour le nordiste qui s'attendait pas à ça, je pense. Derrière, dans le combat, Boris Herrmann, donc 12e, qui a été devancé désormais par Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux, qui essaye d'avancer, mais là on voit que c'est très compliqué. C'est même Boris Herrmann qui va un petit peu plus vite que Clarisse Kremer et Benjamin Dutreux. Samantha Davis se rapproche tout simplement des deux de devant, parce qu'elle a encore du vent. On voit qu'elle avance à 52 nœuds, quand devant on est plutôt à 21 000 et elle est à 52 000, pardon. Et vous voyez donc la différence, c'est que 10 nœuds versus 5, donc c'est quasiment le double de vitesse qu'elle arrive à emmener sur les 4 dernières heures. Samantha Davis. Benjamin Dutreux a connu une grosse frayeur cette nuit-là, tapé un boudin sur son foil bâbord. Hein. Il disait qu'il venait de s'endormir, il venait de démarrer une sieste de nuit, puis il a été réveillé avec fracas par ce choc. Ce choc, donc, il disait, contre un boudin. Il a eu l'impression, voilà, que c'était une sorte de boudin qu'il a frappé au niveau du foil. Il a regardé ce matin, il n'y a pas l'air d'avoir de gros dégâts. Le foil est toujours en place, donc il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Donc il disait plus de frayeur que de mal au final du côté de Benjamin Dutreux. Mais ça montre qu'il faut toujours faire attention et qu'on rentre aussi dans des mers où on a parfois un peu plus d'objets flottants que ce qu'on a pu avoir au plein milieu du Pacifique, du point Nemo, même si on peut frapper des objets flottants non identifiés dans cette zone-là, mais que là on est dans une zone où il peut y avoir de la pollution. Il y a aussi les sargasses auxquels il faut faire attention. C'est avec Clarisse Kremer s'en est plein, notamment hier, des sargasses, ces fameuses petites algues qui se mettent dans les safrans, qui se mettent dans les foils, dans la quille, qui vous ralentissent. Et Clarisse Kremer disait, ce qui est surtout compliqué, c'est que ces problèmes, enfin ces sargasses se coincent vraiment dans les safrans et rendent le bateau difficilement maniable et le ralentissent. Donc elle disait, il faut vraiment faire attention au niveau des safrans. Et elle, donc, elle fait des sortes de début de départ à la bâtée pour pouvoir dégager. Donc elle essaye en fait, elle fait une contre-gîte. C'est-à-dire que le bateau, il gîte de ce côté-là, donc gîte, ça veut dire pencher. Hein, donc il penche par exemple sur la gauche, sur la droite, là, et paf, elle va le faire pencher sur la gauche. Voilà, elle va faire un mouvement très rapide comme ça, ce qui permet en fait que les sargasses tombent dans l'eau et s'enlèvent du safran, ce qui est une manœuvre qu'il faut faire attention, parce que faire une contre-gîte, ça peut vous faire vraiment pencher le bateau complètement, donc il faut bien gérer l'affaire. Mais elle disait que c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour le moment pour se débarrasser de ces sargasses sans être obligé de faire une marche arrière ou de plonger sous le bateau, ce qui est encore plus contraignant. Clarisse Kremer qui a fait une petite bêtise aujourd'hui, une bêtise qui lui a coûté quand même 1 heure de pénalité du côté de Clarisse Kremer, car elle a rompu par inadvertance son plomb qui était sur son sac de survie. Il faut savoir que sur les bateaux, on met des plombs, notamment sur les équipements de survie, parce que ça oblige les concurrents à ce que ces équipements de survie soient à un endroit spécifique, et surtout ils sont plombés 3-4 jours avant le départ. Donc c'est-à-dire qu'ensuite on ne peut plus les enlever du bateau et partir, par exemple, si certains auraient l'idée, partir sans équipement de sécurité pour gagner du poids. Donc on les contrôle, on les plombe, comme ça ils sont obligés de rester sur le bateau, ces équipements de sécurité. Et surtout ils sont obligés d'être dans un endroit précis. Et ce qui fait que le skipper ne va pas transvaser
quand il va, par exemple, matosser d'un côté ou de l'autre tout son matériel, ce kit-là de survie ne va pas être matossé. Il va rester toujours du même côté du bateau, ce qui fait qu'en cas de problème, il faut agir rapidement. On le voit avec Kevin Escoffier à 4 ans. Il faut agir parfois. Vous avez 2 minutes, 3 minutes pour pouvoir quitter le bateau. Et donc, il faut pouvoir tout avoir, on va dire, à portée de main, mais surtout dans un endroit où vous savez où il est. Faut pas le chercher pendant 5 minutes. Si vous le cherchez pendant 7 minutes, vous pouvez être sous l'eau. Donc, il faut le trouver tout de suite. Et c'est aussi cette méthode-là de plomber les équipements de sécurité. Ça permet de les laisser à un endroit du bateau, donc ce qui fait que les skippers savent parfaitement où est cet équipement de sécurité. Et donc, à cause de cette bêtise d'avoir rompu le plomb sur son sac de survie, eh bien, elle a pris 60 minutes de pénalité, qu'elle a réalisée. Et elle peut s'en vouloir parce que quand vous voyez sa vitesse aujourd'hui à Clarisse Kremer, vous vous dites que sans cette pénalité d'1 heure, eh bien, elle aurait peut-être été le bateau le plus rapide de la journée. Au moins du groupe de tête. Et bah non, à ce petit jeu-là, Dutreux a été plus vite. Et ce qui fait qu'en ce moment, l'écart entre les deux est de 25 000, alors qu'il aurait pu se réduire, parce qu'elle allait vraiment vite sur les dernières heures. Clarisse Kremer, vu qu'elle était dans des conditions de vent moyen, je rappelle que son bateau l'Occitane en Provence est l'ancien Apivia, conçu par Charlie Dalin avec l'aide de Yann Eldiès, mais par Charlie Dalin. On sait que Charlie Dalin, il a un bateau qui est toujours efficace dans les conditions de vent médium. C'est ce qui a fait la différence, notamment aussi dans cette remontée d'Atlantique Nord. Et on sait très bien, même s'il a un bateau qui est toujours hyper polyvalent, on sait que dans ces conditions-là, il a toujours fait des bateaux qui étaient efficaces. Et là, du côté de Clarisse Kremer, elle pouvait reprendre pas mal de temps dans l'affaire, et Boris Herrmann essaye de contourner par l'extérieur, toujours avec son foil. On n'a pas d'informations supplémentaires sur son foil, donc est-ce qu'il a rompu son foil, voilà, s'il a scié son foil, on n'a pas d'informations pour le moment. Samantha Davis, elle, hier, elle avait connu des problèmes, elle n'en a pas connu aujourd'hui, vous voyez, avec sa vitesse, 365 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, sur les 4 dernières heures, elle est à 52 000, elle n'est pas ralentie par cette zone de mou, et elle ne va peut-être même pas être ralentie par cette zone de transition, quand vous voyez un petit peu le vent dans 9-10 heures, qui va être plutôt intéressant pour elle. Donc ça veut dire qu'elle va vraiment avoir une zone de transition qui va être extrêmement réduite, voire elle n'en aura pas du tout, quand vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'elle va pouvoir peut-être reprendre pas mal de temps. Je rappelle que Samantha Davis, pour le moment, a 768 000 de retard, c'est-à-dire 148 000 sur Clarisse Kremer. Et donc 160 sur Benjamin Dutreux. 170 même sur Benjamin Dutreux. Donc voilà, si elle reprend 50 000 demain encore, ou 60 000 demain, elle revient beaucoup plus dans le match. Et puis Boris Herrmann n'est pas loin non plus dans l'affaire, hein, parce qu'avec Boris Herrmann, il y a 5 000 d'écart. Donc elle ne va pas pouvoir peut-être à 23 h et demain dépasser Boris Herrmann dans cette situation. On passe à Romain Attanasio. Alors Romain Attanasio hier, je vous avais dit, je trouvais ça bizarre qu'ils disent qu'il traverse le poteau noir, alors que pour moi le poteau noir était dans l'Atlantique Nord. Eh bien non, le poteau noir peut aussi être dans l'Atlantique Sud. Moi j'ai jamais connu cette situation, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'inédit. Pour moi le poteau noir c'était vraiment dans l'Atlantique Nord et pas dans l'Atlantique Sud, c'est-à-dire que le poteau noir pour moi c'était après l'équateur, dans ce sens-là, et pas avant l'équateur. Et non, Romain Attanasio était bien dans le poteau noir. En fait, le poteau noir est descendu très sud. Il est au niveau de Fernando de Noronha, qui est une petite île, vous pouvez la voir notamment sur la vidéo de Yannick Bestaven. Et ce qui fait que Romain Attanasio, le petit filou, parce que ça fait quand même depuis 4-5 jours qu'il a des situations qui sont favorables, eh bien le petit filou, c'est qu'il a eu un poteau noir, en fait, tranquille. Vous voyez la vitesse de Romain Attanasio, 180 000. Il a très peu ralenti en fait dans le poteau noir. C'est presque plus là où il est un petit peu embêté en ce moment. Il a eu un poteau noir géré plutôt tranquille. Romain Attanasio, alors qu'il n'était pas vraiment dans l'est, en plus, il était plutôt en plein milieu, on va dire, du poteau noir. Mais c'en est très très bien sorti, alors que ses concurrents derrière vont être arrêtés pendant pas mal d'heures. Hein. Normalement, ils auront
un poteau noir compliqué. Parmi les concurrents derrière, Damien Seguin, réparation aujourd'hui, il a fait de la stratification au niveau de son fond de coque. Damien Seguin, il avait une fissure au niveau de son fond de coque. Donc voilà, il a refait de la stratification, donc il en a profité pour réparer Damien Seguin aujourd'hui, et il a fait cette belle réparation. On poursuit avec les concurrents de ce groupe, parce que vous avez également Isabelle Diochke qui, elle, a décidé de manger frais, parce que qui dit poteau noir dit énormément d'humidité, énormément de chaleur. Vous voyez, il fait 28 degrés, on a l'impression comme ça que c'est pas énorme, 28 degrés. Prenez 28 degrés, mais avec 80-90% d'humidité dans l'air, ça devient beaucoup plus intenable, c'est-à-dire que vous augmentez le ressenti d'au moins 6-7 degrés. Donc on est quand même plus proche des 35 degrés. Je rappelle aussi que dans ce sens-là, le vent ne rentre pas dans la cabine, parce qu'ils sont plutôt... voilà, le vent rentre très peu dans la cabine, donc c'est une étuve, en fait, très rapidement, ces bateaux, et pourtant, Isabelle Diochke a une peinture blanche sur son bateau, donc elle a une peinture claire. Donc imaginez l'Occitane en Provence, Charal, avec des peintures noires, les températures ont dû être beaucoup plus importante à l'intérieur des bateaux. Et Isabelle Diochke, donc là, se faisait une petite salade de fruits, la concurrente de MACSF, mais qui, elle aussi, m'étonne quand même, parce que quand on compare aux vitesses de Damien Seguin depuis quelques heures, eh bien, elle tient vraiment la cadence. Je rappelle qu'elle aussi, elle a un foil en moins. Je rappelle qu'elle a un bateau qui date de 2007. Encore une fois, c'est le foiler le plus âgé, parce qu'en gros, c'est un bateau qui a connu une vie en bateau à dérive droite et qui est devenu un foiler. Donc on voit qu'MACSF a toujours été un bateau surprenant, parce que c'est déjà le seul qui a réussi à fonctionner sur tous les bateaux auxquels on a rajouté des foils. Tous les autres ont eu soit des problèmes structurels, donc se sont cassés, notamment je pense à Kevin Escoffier il y a 4 ans, ou soit les bateaux n'arrivaient pas à être performants. C'était pas efficace. MACSF est le seul bateau où ça a été efficace, et c'est le seul bateau où il n'y a pas eu de dommages structurels non plus. Donc c'est vraiment un bateau surprenant, ce MACSF, et qui fonctionne toujours bien, parce que voilà, il arrive à rivaliser avec Kojiro Shiraishi, avec Giancarlo Pedote, qui sont des bateaux plus jeunes, ou encore une fois avec Damien Seguin. Derrière, toujours la grosse bagarre, Benjamin Ferret, Tanguy Le Turquet. Benjamin Ferret qui a repris un petit peu de distance, hein. Il avait pris 10 000 de retard par rapport à Tanguy Le Turquet, et désormais il a 4 000 d'avance entre les deux. Les deux qui se sont fait des vidéos interposées, on voyait les bateaux. Benjamin Ferret aujourd'hui, Tanguy Le Turquet hier, et pour le moment ça navigue fort, voilà, entre les deux. Belle régate pour savoir lequel des deux sera premier bateau à dérive droite à l'arrivée de ce Vendée Globe, parce que derrière c'est la Bérésina pour Jean-Luc Ham, Giancarlo Pedote derrière, et puis Conrad Coleman est distancé quand même, 2327 000, ouais, il y a quand même quasiment 300 000, 270 000 de retard pour Conrad Coleman, mais c'est quand même impressionnant, parce que je rappelle que le bateau de Conrad Coleman est plus lourd que la majorité des bateaux des rives droites, parce qu'il a des panneaux solaires en grande majorité sur ce bateau. Il y avait même un reportage sur son bateau dans TV Vendée avant le début du Vendée Globe. Je vous invite à le regarder, parce que c'est très intéressant pour voir les différences entre son bateau et un bateau dérive droite classique, vu que je rappelle son objectif est de faire le Vendée Globe sans utiliser d'énergie fossile. Il a 20 litres de carburant à bord, mais ça fait partie du règlement pour pouvoir dépanner un concurrent, même si son moteur ne fonctionne pas à l'essence, donc c'est pas très intéressant dans ce genre de cas. Mais Conrad Coleman a des panneaux solaires, notamment sur une grande partie du bateau, ce qui fait que sa zone pour, par exemple, descendre, monter les voiles et sur le pont est plus restreinte que sur d'autres bateaux, parce que les lignes de vie sont vraiment largement à l'intérieur de la coque, du pont à l'intérieur. Il y a un bon mètre d'espace entre le bord du pont et l'endroit où il y a sa ligne de vie, où on se raccroche pour pouvoir manœuvrer les voiles quand il y a notamment des conditions de tempête, ou même quasiment les 95% du temps quand ils vont manœuvrer, ils vont se rattacher à ces lignes de vie, à ce balcon on va dire, également qui est positionné là.
Et puis, Conrad Coleman, il doit faire attention à quand il recharge ses batteries. Il ne peut pas recharger ses batteries quand il veut. Donc, l'utilisation du désalinisateur, notamment, c'est plus complexe que pour les autres, parce que lui, il ne peut pas utiliser le désalinisateur de nuit. Il est obligé de l'utiliser de jour, par exemple, quand il y a du soleil. Donc, c'est toute une réflexion qui est assez complexe du côté de Conrad Coleman, et c'est quand même très bien qu'il soit dans le top 20 pour le moment. Et puis, c'est pas des gros moyens, Conrad Coleman, aussi en termes de budget. Alan Roura, de l'autre côté, vous voyez que leur voie Est n'a vraiment pas été intéressante, puisque vous voyez que Conrad Coleman va quand même 50 000 plus vite que Alan Roura sur les 24 dernières heures. Et vous voyez que sur les 4 dernières heures, il y a aussi une différence de 4 000 à l'avantage de Conrad Coleman. Et puis Jean Le Cam qui est monté au mât. À 65 ans, il est monté au mât. Jean Le Cam, non, parce qu'il faut toujours, dans ce genre de cas, il faut toujours rappeler l'âge quand même de Jean Le Cam, cet exercice d'équilibriste. Alors, il a attendu la dernière partie d'après-midi pour faire cette montée au mât, parce que le matin, il y avait des grains, donc beaucoup de pluie, donc c'était pas faisable. Ensuite, à midi, eh bien, il faisait trop chaud, donc il a attendu en fait que le soleil aille derrière sa grand voile, parce que déjà il voulait voir ce qui s'était passé au niveau de son problème de J2 qui était tombé à l'eau, donc il a bien eu la confirmation, hein, le câble s'est rompu en deux, c'est vraiment rompu en deux de manière nette, et ensuite il devait faire des modifications sur son bateau et des réparations. Donc c'était en cours du côté de Jean Le Cam, mais ça déconnait pas, voilà. Parce qu'il disait bien, à 15 mètres de hauteur tu tombes, c'est pas bien pour toi. Donc c'était des conditions très techniques, voilà, pour Jean Le Cam en haut de son mât. On poursuit avec Guirec Soudé, 23e. Alors là, il est dans une zone sans vent. Aujourd'hui, Guirec Soudé, il n'a pas énormément avancé, seulement 109 000. Il est un peu dans un no man's land, c'est-à-dire qu'il est entre les deux groupes. Il est quand même pas à côté de Jean Le Cam. Hein. Jean Le Cam a quand même encore 300 000 d'avance. Et en même temps, tu vois qu'il a 400 000 d'avance, plus de 400 000 d'avance sur Kojiro Shirashi qui a fait une très belle journée. Donc il est un peu dans un entre-deux-mondes en ce moment, le concurrent de freelance.com. Dans le groupe de derrière, où on essaie de retrouver un petit peu de vitesse, Kojiro Shirashi, comme je le disais, a fait une très belle journée. Pourquoi ? Kojiro, il s'en sort très bien son bateau quand la mer est plate. C'est le cas en ce moment, la mer est plate du côté de Kojiro Shirashi, donc c'est pour ça qu'il va vite, le concurrent japonais. Arnaud Boissière essaye de suivre le rythme, hein, mais vous voyez qu'il lui a quand même mis 20 000 sur les 24 dernières heures dans la vue et 10 000 sur les 4 dernières heures, notamment par rapport à Arnaud Boissière. Louis Duc est juste derrière, essaye de s'accrocher aussi. Et puis Sébastien Marseille, qui était énervé par la pétole. Sébastien Marseille, il était un peu en dépression. Voilà, il a du mal à comprendre là, les systèmes météo sur Foussier, donc ça l'énervait légèrement. Et puis Violette d'Orange a été légèrement décramponnée par ce groupe-là, mais vous voyez, Violette d'Orange, elle a des vitesses qui sont moins rapides que Sébastien Marseille, qui pourtant n'a pas fait une bonne journée et bien plus lent qu'Arnaud Boissière avec Louis Duc. Violette d'Orange a eu un gros problème en début de matinée, heure française du côté de Violette d'Orange. Donc son lashing et son hook de grand voile ont tombé, ce qui fait que la grand voile, elle est tombée, voilà, tout simplement, parce qu'elle n'était plus maintenue. Et elle a eu l'obligation de monter dans le mât, sauf qu'il y avait du vent. Donc elle est montée dans le mât, elle s'est fait vraiment peur, elle a dit, parce qu'il y avait du vent, parce qu'elle était un peu brinque-ballée à droite, à gauche, mais elle a dit que c'était la seule solution pour continuer. J'étais obligé de monter dans le mât, et elle s'est fait vraiment peur. Et elle était très émue en vacation parce que voilà, ça a été vraiment une situation compliquée. Elle disait elle était déjà montée au mât il y a 3-4 jours, mais dans des conditions plus calmes. Et elle avait dit que ça avait été déjà extrêmement compliqué. Mais alors là, c'était 15 fois, 20 fois plus dur pour Violette d'Orange. Et en plus, elle a toujours un problème de colonne, ce qui fait qu'elle monte la grand voile, par exemple, elle ne peut pas utiliser la colonne. Donc elle utilise les winches manuellement avec la petite manette et puis elle fait comme ça, elle tourne. Mais c'est beaucoup plus difficile parce que la colonne, comme on l'appelle, le moulin à café, ça permet de décupler votre force. C'est-à-dire pour monter les grandes voiles, notamment la grande voile, mais également les grandes voiles d'avant, c'est beaucoup plus simple.
Et là, c'est vrai que c'est très difficile dans ce genre de conditions. Donc, il y avait à la fois de l'émotion avec la fatigue et à la fois de l'émotion parce que monter au mât dans ces conditions-là, voilà, après coup, psychologiquement, il y avait, on va dire, un peu une descente. Il y a eu l'adrénaline et il y a la descente d'adrénaline derrière. Et voilà, c'est un Vendée Globe, une remontée d'Atlantique Sud très compliqué. Mais comme je le dis chaque fois au Vendée Globe, c'est pas forcément dans les mers du Sud que c'est le plus compliqué. Et comme je dis toujours, au Cap Horn, c'est pas fini le Vendée Globe. Il peut s'en passer encore des bonnes. Et on le voit depuis voilà, une bonne quinzaine de jours désormais, vingtaine de jours pour certains, que ça peut être très compliqué. Autre concurrent en difficulté, Oliver Air. Oliver Air qui a perdu une voile. La voile est tombée à l'eau du côté d'Oliver Air avec la perte de son grand Geneker. Donc forcément, dans des conditions de vent un petit peu mollassonnes, eh bien, il perd de la vitesse avec toute goutte. Il a été rattrapé, enfin il commence vraiment à être rattrapé. Vous voyez par Jin Kun Chiu et par Eric Bellion qui essaye de cravacher pour aller le chercher en ce moment. Mais il arrive quand même, il essaye de tenir le maximum la vitesse comme on peut le voir par rapport à Jin Kun Chiu. Alors vous vous dites, mais Jin Kun Chiu, il est où Antoine Cornic? Eh bien Antoine Cornic, il a fait sa pénalité aujourd'hui. La fameuse pénalité de 3 heures qu'il devait réaliser depuis très longtemps. Il l'a fait parce qu'on lui a un peu imposé de le faire aujourd'hui, grosso modo, du côté d'Antoine Cornic. Heureusement pour lui, c'était dans une zone où il n'y avait pas beaucoup de vent, du côté d'Antoine Cornic. Donc il n'a pas perdu beaucoup de temps et il a pu réparer, notamment, il avait un winch. Donc voilà, ces trucs métalliques où on met les voiles, enfin on met les cordes qui permettent de régler les voiles autour, les bouts, voilà, qui sont autour de ces winches, qu'il réparait, il en profitait vu qu'il ne pouvait pas avancer, de réparer ça. Et vous voyez qu'il n'a pas perdu tant de temps que ça dans l'affaire. Alors certains se posaient la question dans les commentaires, donc je vais répondre à cette question. Pourquoi la pénalité d'Antoine Cornic ne s'est pas appliquée après l'arrivée? En fait, en voile, tant que le concurrent est en course, la pénalité s'applique en course. Donc c'est-à-dire que notamment les pénalités de départ volé s'appliquent en fait quand le concurrent est en course. Je dis ça parce que cette année on n'en a pas eu, mais d'autres années, notamment Louis Burton avait volé un départ du Vendée Globe. Il avait dû faire une pénalité de 6 heures. Donc voilà, toutes les pénalités, quand on peut les faire en course, on les fait pendant la course. Ce qui permet quand même d'avoir c'est quand même intéressant, on va dire, dans l'idée, c'est qu'Antoine Cornic, à l'arrivée, on ne sera pas obligé de calculer plus 3 heures. Alors déjà, on a eu il y a 4 ans les compensations de temps, mais on n'aura pas... voilà, imaginons que Johan Richomme avait pris 24 heures de pénalité pour une grosse erreur. Eh bien, il aurait fallu calculer ensuite dans les classements que Richomme était passé 2, mais qu'en fait Sébastien Simon aurait gagné la course parce qu'il serait arrivé 24 heures plus tôt. Enfin voilà, qu'il y aurait eu ce décalage de 24 heures au niveau du classement. Donc ça permet d'avoir cet avantage-là. Malgré tout, et je dis bien malgré tout, ça c'est si la pénalité est donnée pendant que le concurrent est en course. Mais vous pouvez recevoir des pénalités après l'arrivée. J'en avais parlé il y a quelques vidéos, notamment des pénalités en cas de communication avec les équipes à terre qui ne sont pas des communications qui rentrent dans le cadre de ce qui est permis par le règlement, donc notamment du routage à terre. Si vous avez du routage à terre, vous allez vous prendre des pénalités de temps. Si vous n'avez pas les 20 litres de carburant aussi qui doivent servir pour dépanner un concurrent, et ben là aussi vous pouvez vous prendre des pénalités. Si il y a des éléments qui sont déplombés dans le bateau sans autorisation du jury des commissaires, par exemple, bah voilà, là le cas de Clarisse Kremer, votre sac de survie que vous auriez déplombé parce qu'il vous emmerdait à un côté du bateau pour rééquilibrer les masses du bateau, et bien ça c'est interdit également. Et puis il y a également des contrôles antidopage après l'arrivée d'un Vendée Globe. Alors pour le moment, Richomme et Charlie Danin n'ont pas eu de contrôle antidopage. Il faut savoir que c'est aléatoire. Tous les concurrents n'auront pas un contrôle antidopage. Mais il y a 4 ans, 8 concurrents, donc c'est pas beaucoup par rapport au cyclisme où il y a beaucoup plus de contrôles, mais 8 concurrents
ont eu un contrôle antidopage après l'arrivée. Alors dans l'idée de toute manière, contrôle antidopage, si tu as pris des produits dopants au bout de 4 jours de course, imaginons qu'il a pris, je sais pas, de la testostérone ou des produits masquants, de toute manière, ils ont été éliminés par l'organisme s'il les a pris, même après 30 jours de course, 35 jours ou 40 jours de course, parce que les 25 jours après vous permettent d'éliminer les produits dopants. Mais quand même, on a des contrôles antidopage au cas où, et c'est jamais arrivé, mais on pourrait avoir un concurrent. Là, le concurrent, son résultat serait exclu du Vendée Globe. Normalement, c'est la règle, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas une pénalité de temps dans ce cas-là. Le concurrent n'aurait pas son résultat à l'arrivée de la course. Donc ça n'est jamais arrivé pour le moment dans l'histoire du Vendée Globe, mais ça pourrait arriver, mais on a déjà eu des petites pénalités de temps comme ça après l'arrivée pour des soucis techniques sur les différents bateaux. On poursuit avec donc Oliver R, Antoine Cornic, et puis donc derrière, et bien toujours Manuel Cousin, avec également Amedeo. Vous voyez que le Cap Horn se rapproche. Demain soir, ou mardi matin pour le Cap Horn, je pense pour Manuel Cousin, qui a encore réussi à aller plus vite qu'Amedeo. Encore 10 000 de plus de parcours sur les 24 dernières heures. Et puis Dennis Van Winberg, qui lâche pas, Dennis Van Winberg. C'est-à-dire Dennis Van Winberg, c'est 6 286 contre 6 082 et 5 952. Donc vous voyez, il y a 200 000 d'écart avec Amedeo. Et Manuel Cousin est 300 000 devant. Donc c'est pas encore fait. 300 000, c'est une journée de navigation. Autant vous dire qu'après les Cap Horn, il y a encore de quoi faire pour rattraper son retard. On l'a vu à la Nourra, il avait un retard bien plus important sur Romain Attanasio. Il est remonté sur le groupe Romain Attanasio. Il devait y avoir 500-600 000 d'écart au passage du Cap Horn. Donc, faire attention. C'est encore rattrapable. Donc pour Manuel Cousin et Amedeo, il va falloir continuer à cravacher s'ils ne veulent pas finir dernier de ce Vendée Globe. Mais comme je le dis toujours, finir dernier d'un Vendée Globe, ça veut dire déjà avoir fini le Vendée Globe, qui est une course extrêmement exigeante. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. Samantha Davis a été la plus rapide. Elle a fait 365 000, c'est-à-dire 40 000 de plus que Benjamin Dutreux, c'est-à-dire 75 km en plus que Benjamin Dutreux. Isabelle Yoshke est 3e, Clarisse Kremer est 4e, et vous voyez qu'elle a fait 20 km, enfin non, vous ne voyez pas, mais je vous dis qu'elle a fait 20 km de moins que Benjamin Dutreux, donc elle peut avoir des regrets sur cette pénalité d'1 heure, sur cette bêtise. Sam Goodchild, lui, est 5e, 6e Jérémy Béguou, 7e Benjamin Ferré, meilleur bateau à dérive droite. Il a fait 20 km de plus que Tanguy Le Turquet, qui est 2e des bateaux à dérive droite et qui est également 2e dans ce classement au général. Et puis Giancarlo Pedoté, 9e, juste devant Kojiro Shirashi, donc qui a fait une très belle journée, Kojiro, dans le groupe Violette d'Orange. Du côté de l'écart entre le leader et le dernier concurrent, l'écart en fait de l'arrivée, Dennis Van Winberg est désormais à 14 342 km de l'arrivée. Voilà, donc ça devrait bien se passer au niveau des estimations de temps d'arrivée. Quelques ajustements. Sam Goodchild, Jérémy Béyou, on nous dit entre le 22 janvier 17h et le 23 janvier 8h. Donc ça nous emmène mercredi à jeudi. Voilà, au niveau des arrivées pour les deux. Paul Meillat, Nicolas Luneven, on nous indique également le 23 janvier. Justine Métro, Thomas Ruyant, le 24 janvier. Benjamin Dutreux, à Samantha Davis, entre le 26 et le 27 janvier. 27-28 pour Boris Herman, donc ça veut dire qu'on considère qu'il va continuer à perdre du temps. Romain Attanasio entre 31 et 1er janvier. Damien Seguin à Giancarlo Pedoté entre le 2 et le 4 février. Conrad Coleman, Jean-Luc Malan Roura entre le 3 et le 4 février. Guirec Soudé entre le 5 et le 6 février. Sébastien Marseille à Violette d'Orange entre le 6 et le 8 février. Oliver R à Jinkunshu à partir du 12 février. Et puis Amedeo à Dennis Van Winberg entre le 23 et le 26 février prochain. Alors, comment sont calculés ces ETA ? Ces ETA, donc, ce sont des estimations, donc ce sont des données de routage. Donc forcément,
On essaye de calculer par rapport au polaire du bateau, donc je pense qu'ils ont essayé de calculer les polaires des bateaux sur les semaines précédentes de compétition. Donc ils ont essayé d'avoir le chiffre le plus proche possible. Ils prennent en compte pour moi le vent. C'est vrai, parce qu'on m'a posé la question et j'avais dit que j'en avais aucune idée, mais ils doivent prendre en compte le vent, les conditions climatiques. Malgré tout, il peut y avoir des ajustements, parce que les conditions climatiques, on peut considérer que par rapport au fichier météo, que dans certaines conditions, on va avancer, alors que dans la réalité, on a beaucoup plus de mal à avancer. Mais on verra si ces estimations sont vraies, eh bien, à partir donc de mercredi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao, ciao!